Le crépuscule s'étirait sur Bucarest en cette fin de 19e siècle, peignant le ciel d'un dégradé de pourpre et des oranges qui se reflétaient paresseusement sur les toits de tuiles rouges et les dômes cuivrés des églises orthodoxes. La ville, jeune et vibrante capitale d'une Roumanie en pleine effervescence, respirait un mélange des anciennetés balkaniques et des aspirations occidentales. Les effluves de lilas en fleurs se mêlaient à l'odeur âcre de la poussière soulevée par les calèches tirées par des chevaux robustes, dont les sabots résonnaient avec une cadence ininterrompue sur les pavés inégaux. Les lampadaires à gaz commençaient à s'allumer un à un, jetant des auréoles tremblantes sur les boulevards récemment tracés, où flânaient des messieurs aux redingotes impeccables et des dames aux robes à crinoline, leurs conversations animées se mêlant aux murmures lointains de la Dembovita. Au cœur de cette effervescence, nichée dans une rue calme bordée de marronniers majestueux, se dressait une demeure bourgeoise à l'élégance sobre. Ses fenêtres hautes laissaient filtrer une lumière chaude et invitante, promesse d'un foyer où l'esprit et le cœur trouvaient leur nourriture. C'était la maison de Bogdan Petricevicu Asdeu, un nom qui, à lui seul, évoquait l'érudition, la curiosité insatiable et une profondeur de pensée rarement égalée. Il n'était pas seulement un homme de lettres, un linguiste, un historien, un philologue, un dramaturge, un folkloriste. Il était une institution vivante, une encyclopédie ambulante, dont l'intellect brillant éclairait le paysage culturel roumain. Ses travaux sur la langue, l'histoire et la mythologie de son pays étaient des pierres angulaires, des phares dans la quête d'une identité nationale. Ce soir-là, Bogdan était assis dans son bureau, une pièce vaste où les murs étaient entièrement recouverts de bibliothèques débordantes. L'odeur du vieux papier, du cuir tanné et d'une légère touche de tabac à pipe était incrustée, créant une atmosphère dense et familière. Une lampe à pétrole posée sur son lourd bureau en chêne projetait un cercle de lumière sur les feuillets qui l'annotaient d'une écriture fine et rapide. Il était plongé dans un manuscrit ancien, ses lunettes glissées sur le nez, le front plissé par la concentration. Ses cheveux foncés, parsemés de quelques fils d'argent prématurés, encadraient un visage aux traits marqués par la réflexion, mais adouci par une bonté naturelle qui transparaissait dans le regard de ses yeux vifs et intelligents. Pourtant, malgré l'urgence de ses recherches, une partie de son esprit vagabondait. Il levait parfois les yeux, non pas vers les étagères, mais vers le cadre doré d'une photographie posée sur un coin de son bureau. Le portrait d'une jeune fille, aux yeux clairs et au sourire mutin, un halo d'intelligence et de vivacité émanant d'elle. Iulia, sa fille unique, le joyau de sa vie, la quintessence de toutes ses espérances, le prolongement le plus pur de son être. Un léger accord de piano s'éleva du salon adjacent, brisant le silence studieux. C'était Iulia. Bogdan sourit, un sourire tendre qui effaçait la gravité de son visage. Il posa sa plume, écoutant. La mélodie était complexe, empreinte d'une mélancolie douce, une pièce de Chopin qu'elle interprétait avec une maturité étonnante pour ses 19 ans. Chaque note était ciselée avec une précision des orfèvres, chargée d'une émotion profonde qui semblait défier son jeune âge. Iulia Asdeu n'était pas une enfant ordinaire. Dès son plus jeune âge, elle avait montré des signes d'une intelligence fulgurante, une curiosité insatiable qui surpassait de loin celle de ses camarades. Elle avait appris à lire avant même de savoir lasser ses chaussures, dévorant les livres de la vaste bibliothèque paternelle avec un appétit vorace. À 8 ans, elle écrivait des poèmes en français, en allemand et en anglais, des vers qui, loin d'être de simples imitations enfantines, révélaient déjà une sensibilité rare et une maîtrise impressionnante de la langue. Polyglotte, elle jonglait avec les idiomes comme des autres jouaient avec des billes, passant sans effort du roumain au français, puis à l'italien ou au latin, et s'imprégnant des nuances de chaque culture. Son père, Bogdan, avait été son premier et plus ardent professeur, son guide spirituel, son complice intellectuel. Il avait reconnu en elle une flamme sacrée, un don qui se devait d'être cultivé avec le plus grand soin. Il l'avait encouragée, stimulée, lui ouvrant les portes de la connaissance sans jamais la contraindre, la laissant explorer les méandres de la philosophie, de l'histoire, de la littérature, de la musique. Iulia avait absorbé tout cela avec une aisance déconcertante, sa soif d'apprendre semblant inextinguible. Elle était une véritable étoile filante, dont la trajectoire promettait de briller d'un éclat inégalé dans le firmament intellectuel. La musique du piano s'arrêta, laissant place à un silence que Bogdan trouva soudain pesant. Il se leva, ses genoux craquant légèrement, et traversa le couloir. La lumière du salon était plus douce, tamisée par les lourds rideaux de velours qui encadraient les fenêtres. Iulia était assise au piano, ses doigts fins effleurant encore les touches des ivoires. Elle portait une robe simple de mousseline blanche, qui soulignait sa silhouette élancée. Ses cheveux châtains, noués en un chignon lâche, laissaient échapper quelques mèches folles qui encadraient son visage délicat. Quand elle tourna la tête vers son père, ses yeux clairs, d'un bleu vert profond, s'illuminèrent d'un éclat joyeux. « Père, vous avez entendu ?» demanda-t-elle, sa voix mélodieuse et claire. « Je crois avoir enfin saisi l'âme de ce nocturne. » Bogdan s'approcha, posant une main affectueuse sur son épaule. Chaque note était un soupir, ma chère. Une lamentation si belle qu'elle en devenait une prière. Ta sensibilité, Iulia, est un don précieux. Elle rougit légèrement, touchée par les louanges de son père, dont l'approbation était pour elle le plus grand des trésors.
Je m'efforce de donner vie à la musique, de la ressentir au plus profond de moi. C'est comme la poésie, n'est-ce pas? Il ne suffit pas d'assembler des mots, il faut leur infuser une âme. Exactement, mon enfant. Et tu as cette âme, cette étincelle divine qui transforme le commun en extraordinaire. Il est assis sur le canapé rembourré de velours bordeaux, la regardant avec une admiration non dissimulée. Quelles sont tes pensées ce soir, ma poétesse? As-tu couché de nouveaux vers sur le papier? Yulia sourit, ses yeux pétillants et une joie enfantine malgré sa maturité. J'y ai commencé un sonnet sur la fugacité du temps, sur ces instants qui s'échappent comme le sable entre les doigts. Et sur la beauté éphémère d'une rose qui s'épanouit pour mieux se faner. Un frisson imperceptible parcourut Bogdan. La fugacité. Ce mot, prononcé par sa fille, avait une résonance particulière, presque prophétique, bien qu'il n'en eût aucune conscience à cet instant précis. Il secoua la tête, chassant cette pensée sombre. Toujours cette mélancolie poétique, ma douce Yulia. Mais elle n'oublie pas que même la rose fanée laisse derrière elle le souvenir de son parfum. Et que le temps, s'il s'échappe, laisse aussi des empreintes indélébiles. C'est à ce moment que Elisabetta Asdeu entra dans le salon, apportant avec elle le parfum discret de lavande et une aura de calme et de sérénité. Elle était la femme de Bogdan, la mère de Yulia, et le pilier silencieux de leur foyer. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon élégant, et ses yeux doux, d'un brun profond, reflétaient une grande tendresse. Elle portait une robe de soirée simple mais élégante, de couleur émeraude, qui mettait en valeur son teint pâle. « La table est mise, mes chers, dit-elle d'une voix douce, son regard allant de son mari à sa fille avec le même amour inconditionnel. Bogdan, j'espère que votre travail n'a pas trop souffert de la mélodie de notre artiste. Bogdan se leva pour l'embrasser tendrement sur le front. Au contraire, Elisabetta, la musique de Yulia est une inspiration, jamais une distraction. Elle adoucit l'esprit et ouvre de nouvelles perspectives. Elisabetta sourit, un sourire plein de compréhension et d'affection. Elle connaissait l'amour démesuré que son mari portait à leur fille, un amour qui parfois laissait transparaître une pointe d'inquiétude, une anxiété sourde face à tant de perfection. Elle-même aimait Yulia d'un amour maternel profond, mais peut-être plus ancré, plus conscient des fragilités de l'existence. Elle avait vu l'éclat de Yulia dès sa naissance, avait nourri son corps et son esprit, et elle s'émerveillait chaque jour de la voir grandir en une jeune femme aussi brillante et sensible. Mais elle portait aussi, au fond d'elle, la conscience de la vulnérabilité de toute chose précieuse. Le dîner fut un moment de partage habituel, mais toujours précieux. La salle à manger était éclairée par des bougies et une petite lampe à pétrole suspendue au-dessus de la table. L'argenterie brillait, le cristal teintait doucement. Le parfum du potage aux champignons de la forêt, préparé avec soin par leur cuisinière, embaumait la pièce. Les conversations tournaient autour de sujets variés, les dernières découvertes archéologiques de Bogdan, les poèmes de Victor Hugo que Yulia était en train de relire, les nouvelles de la bonne société bucarétoise que Elisabetta avait glanées lors de ses visites. Bogdan, toujours fasciné par les réflexions de sa fille, elle interrogea sur ses études à la Sorbonne, où elle était inscrite. « Et tes cours de philosophie, ma chérie? Que penses-tu des idéalistes allemands ?» Yulia, si à l'aise dans ces discussions profondes, répondit avec une perspicacité qui étonnait toujours ses parents. Je trouve que Schopenhauer, malgré son pessimisme apparent, nous force à regarder la volonté primordiale en face, cette force aveugle qui nous pousse. Mais je ne peux m'empêcher de chercher une lueur, un espoir au-delà de cette volonté. La beauté, la musique, la poésie ne sont-elles pas des fenêtres vers un autre royaume, un refuge pour l'âme? Bogdan écoutait, le menton appuyé sur sa main, un regard pensif dans les yeux. Un refuge pour l'âme, c'est une belle image, Yulia. Peut-être que c'est là que réside la véritable transcendance, dans notre capacité à créer et à apprécier le beau, à élever notre esprit au-dessus de la matérialité. Elisabetta, qui avait écouté le débat avec un léger sourire, intervint doucement. Et les études, ma fille, ne te fatiguent-elles pas trop? Paris est une ville exigeante. Oh, maman, je ne me fatigue jamais. Elle s'exclama Yulia avec un enthousiasme juvénile. Chaque jour est une nouvelle découverte. Les bibliothèques, les musées, les conférences, c'est comme si le monde entier s'ouvrait à moi. Et puis, écrire, c'est ma respiration. Je ne peux imaginer ma vie sans les mots, sans les vers qui dansent dans mon esprit. Ses yeux brillaient d'une passion si intense que Bogdan sentit une bouffée d'orgueil et d'amour l'envahir. Il voyait en elle non seulement son propre héritage intellectuel, mais aussi une force nouvelle, une sensibilité accrue qui promettait de la mener vers des sommets encore inexplorés. Il avait des projets pour elle, des rêves grandioses. Il la voyait écrire des œuvres majeures, devenir une voix puissante de la littérature roumaine, peut-être même une figure européenne. Elle était destinée à accomplir de grandes choses, à laisser une empreinte indélébile sur le monde. Il en était absolument certain. Après le dîner, ils se retirèrent dans le salon. Bogdan alluma sa pipe, le doux parfum du tabac turc se mêlant aux odeurs de la maison. Elisabetta brodait délicatement un motif floral sur une nappe, ses aiguilles cliquetant doucement. Yulia, elle s'était installée près de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin obscurci par la nuit, les étoiles commençant à scintiller timidement à travers les branches des arbres. Elle tenait un petit carnet de cuir dans lequel elle notait ses pensées et ses vers.
Il y a une certaine mélancolie dans LR ce soir, murmura Yulia, sans lever les yeux de son carnet. Comme si le temps retenait son souffle, avant de s'élancer vers un inconnu. Bogdan leva les yeux de son journal. La mélancolie est la compagne des âmes profondes, ma chérie. Mais il ne faut pas qu'elle nous submerge. La vie est un cadeau, même avec ses ombres. Il y avait dans l'atmosphère de cette soirée une qualité particulière, une suspension. Comme si la perfection de l'instant était si aiguë qu'elle ne pouvait que préfigurer un changement, une rupture. Les horloges de la maison, l'ancienne horloge grand-père dans le vestibule, la petite pendule de cheminée dans le salon, le réveil sur la table de nuit de Bogdan, toutes continuaient leur tic-tac régulier, mesurant le temps qui s'écoulait, minute après minute, heure après heure, ignorant le destin qui se tissait silencieusement. Pour Bogdan, Yulia était l'incarnation de la vie elle-même, de la beauté, de l'intelligence et de la pureté. Il la regardait, absorbé dans sa contemplation, et le monde entier semblait se réduire à cette vision. La Roumanie, ses travaux d'érudition, ses ambitions académiques, tout pâlissait devant l'éclat de sa fille. Elle était son chef d'œuvre le plus précieux, plus encore que tous les volumes qu'il avait écrits, toutes les découvertes qu'il avait faites. Il se sentait infiniment reconnaissant pour ce don, pour cette lumière qui illuminait son existence. Il se rappelait les jours où elle était enfant, courant dans le jardin, les rires cristallins emplissant l'air. Les soirées où il lui lisait des contes, inventant des histoires de fées et de héros, et où elle écoutait, les yeux grands ouverts, absorbant chaque mot. Les premières fois où elle avait pris la plume, ses petites mains guidées par une force intérieure qui la poussait à créer. Chaque étape de sa vie avait été une source d'émerveillement pour lui, une confirmation de son caractère exceptionnel. Elisabetta, levant les yeux de son ouvrage, observa son mari et sa fille. Elle voyait l'amour qui les unissait, un lien si puissant qu'il semblait presque palpable. Elle était heureuse de cette harmonie, de cette richesse intellectuelle et émotionnelle qui emplissait leur foyer. Mais, avec la sagesse des mères, elle savait aussi que la vie était imprévisible, fragile. Elle avait connu des deuils, des pertes, et cette connaissance silencieuse tempérait parfois sa joie, la rendant plus profonde, plus nuancée. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que tant de beauté et de talent réunis en une seule personne, en une seule famille, était presque trop parfait pour durer. Elle leur avançait. La lune, pleine et sereine, montait dans le ciel, inondant le jardin d'une lumière argentée. Les bruits de la ville s'estompaient peu à peu, remplacés par le chant lointain des rossignols et le froissement des feuilles sous la brise nocturne. Yulia ferma son carnet, un léger sourire sur les lèvres, comme si elle venait de capturer un fragment des éternités. Elle se leva et s'approcha de ses parents, les embrassant tour à tour. « Bonne nuit, maman. Bonne nuit, père, dit-elle, sa voix douce comme une mélodie. Je crois que je vais rêver de roses et de poèmes ce soir. » Bogdan la serra fort dans ses bras, une étreinte qui contenait toute la tendresse et la fierté des impairs. « Dors bien, ma lumière. Que tes rêves soient aussi beaux que ton âme. » Alors qu'elle montait l'escalier, sa silhouette gracieuse disparaissant dans l'ombre, Bogdan la regarda jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un souvenir fugace. Il retourna et s'asseoir, le cœur rempli d'une plénitude douce amère. Il ne savait pas encore que cette soirée, si paisible et si ordinaire dans son déroulement, serait bientôt teinte du voile de la nostalgie, un souvenir d'une perfection perdue, d'un temps où les horloges de leur bonheur battaient encore à l'unisson, sans qu'aucune n'ait encore eu l'audace de s'arrêter. Le destin, invisible et implacable, tissait déjà sa toile, et s'apprêtant à déchirer le tissu de leur existence, à transformer leur joie en une quête désespérée, à faire de l'amour paternel une force capable de défier les lois de la nature et de au-delà. Mais pour l'instant, seul le silence et la paix régnaient dans la maison des Asdéou, un silence bientôt brisé par le glade et une tragédie impensable. Les étoiles continuaient de scintiller, indifférentes aux destins humains, et la ville de Bucarest dormait, insouciante des drames qui se préparaient dans le cœur de l'un de ses plus illustres fils. Le lendemain matin, le soleil, timide dès abord, puis audacieux, filtra à travers les rideaux de soie, peignant des motifs changeants sur le parquet ciré du salon. Le manoir des Asdéou s'éveillait doucement, comme un organisme ancien se remettant en mouvement après une nuit de repos. Les premières lueurs caressaient les reliures des livres innombrables qui tapissaient les murs du bureau de Bogdan, faisant miroiter l'or vieilli et le cuir patiné. Dans la cuisine, le léger cliquetis de la porcelaine annonçait l'activité des Elisabetta, dont la présence discrète et organisée était le pilier silencieux de la maison. L'odeur réconfortante du café fraîchement moulu se mêlait à celle, plus subtile, des jacinthes que Yulia avait cueillies la veille et disposées dans un vase sur la table de la salle à manger. Yulia, elle, était déjà plongée dans ses pensées, bien avant que le premier rayon de soleil n'ait effleuré sa fenêtre. La nuit avait été courte, peuplée non pas de roses et de poèmes comme elle l'avait prédit, mais d'un tourbillon d'idées, de vers inachevés et de mélodies qui s'étaient formés dans le creux de son esprit. Elle s'était réveillée avec l'urgence de les fixer sur le papier, ses doigts agiles griffonnant déjà des notes dans son carnet, la plume glissant avec une célérité qui trahissait l'impatience de son esprit. À 19 ans, elle était une force de la nature intellectuelle, un torrent de créativité et de savoir qui ne connaissait pas de répit. Les langues anciennes et modernes, la philosophie, l'histoire, la musique, la poésie, elle embrassait tout avec une ferveur qui la distinguait de ses contemporains, même les plus brillants.
Bogdan, en descendant, trouva sa fille déjà à sa table de travail, le dos légèrement courbé sur ses manuscrits, une mèche de cheveux sombres tombant sur son front. Il s'arrêta un instant sur le seuil, le cœur gonflé d'une tendresse mêlée d'une admiration presque révérente. Il y avait en elle une intensité, une flamme qui le fascinait et elle intimidait parfois. Il se rappelait les mots de ses amis, de ses collègues universitaires, tous unanimes à louer le génie précoce de Iulia. Une étoile filante, Asdeu, lui avait dit un jour un vieux professeur de l'université de Bucarest, une étoile filante qui brûle plus fort et plus vite que les autres. À l'époque, Bogdan avait souri, fier, mais le souvenir de cette phrase lui laissait parfois un goût amer, une légère anxiété latente qu'il s'efforçait de réprimer. « Déjà au travail, ma lumière ?» demanda-t-il, sa voix douce. Iulia leva les yeux, un sourire radieux éclairant son visage. « Père, vous êtes matinal. J'y avais une idée pour un sonnet qui ne pouvait attendre. » Les mots dansaient dans ma tête, me suppliant d'être écrits. Il s'approcha, posant une main légère sur son épaule. « Laissez-moi deviner, un sonnet sur la fragilité de l'aube, ou peut-être sur la mélancolie des lilas en fleurs ?» Elle rit, un son cristallin qui résonnait doucement dans la pièce. « Non, père, sur la persistance des rêves, même après le réveil. Sur ces images fugaces qui s'accrochent à l'esprit et refusent de s'éteindre. » Bogdan hocha la tête, un lointain souvenir d'une conversation similaire, il y a des années, lui revenant à l'esprit. Déjà, enfant, elle posait des questions sur l'éphémère et l'éternel, des questions qui dépassaient de loin son âge. Il se rappela une après-midi pluvieuse où, alors qu'elle n'avait que 7 ans, elle lui avait demandé si les souvenirs des fleurs fanées restaient quelque part, invisibles, après leur mort. Il avait été stupéfait par la profondeur de son questionnement. Elisabetta apparut alors, un plateau chargé de thé, de café, de pain frais et de confitures faites maison. « Vous deux, déjà perdus dans vos pensées ? Venez manger avant que tout ne refroidisse. » Sa voix était douce, mais ferme, ancrant les deux intellectuels dans la réalité tangible du petit déjeuner. Elle posa le plateau sur la petite table ronde près de la fenêtre, où le soleil du matin commençait à réchauffer les carreaux. Ils s'assirent, et le silence de la concentration fit place à la douce mélodie des cuillères dans les tasses et des conversations feutrées. Bogdan parla de ses recherches philologiques, des racines latines de la langue roumaine, des manuscrits anciens qu'il espérait un jour déchiffrer. Iulia écoutait attentivement, interjectant parfois avec une perspicacité qui surprenait son père. Elle citait des poètes français, des philosophes allemands, des dramaturges grecs, tissant des liens inattendus entre des disciplines et des époques différentes. Elle avait cette capacité rare de voir les motifs sous-jacents, les courants invisibles qui reliaient les idées à travers les siècles. Elisabetta, elle, observait le spectacle avec une tendresse infinie. Elle ne participait pas toujours activement à ses joutes intellectuelles, mais elle en absorbait l'essence, fière de l'intelligence qui régnait dans sa maison. Elle voyait l'étincelle dans les yeux de son mari quand Iulia répondait avec une intelligence rare, et la manière dont Iulia s'épanouissait sous le regard admiratif de son père. Mais une ombre, légère comme une plume, flottait parfois sur son visage. Une pensée fugace, un pressentiment silencieux que tout ce qui était si beau était aussi, par nature, incroyablement fragile. Elle se disait que la nature n'accordait jamais tant de dons sans exiger un prix, que l'éclat de Iulia était si intense qu'il semblait presque destiné à se consumer trop vite. Elle chassait ses pensées, les reléguant au fond de son esprit, mais elle revenait, comme le murmure lointain d'une mélodie triste. Les jours s'étiraient en semaines, les semaines en mois, et la vie au manoir Asdeu suivait son cours, riche et intense. Iulia était le centre de cet univers. Elle passait des heures dans le jardin, un livre à la main, absorbant la beauté du monde autour d'elle, puis rentrait pour retranscrire ses impressions en vers. Sa chambre était un sanctuaire, rempli de livres empilés, de partitions musicales, de carnets noircis d'écriture. Elle travaillait sans relâche, poussée par une soif insatiable de connaissance et de création. Parfois, Bogdan la trouvait endormie sur son bureau, la plume encore serrée dans ses doigts, un poème inachevé posé devant elle. Il la couvrait alors d'une couverture, le cœur serré par une tendresse presque douloureuse. La société roumaine regardait Iulia avec une fascination mêlée d'admiration. Les articles de journaux louaient son génie, les salons littéraires s'ouvraient à elle, ses poèmes étaient lus et commentés. Elle était la promesse d'une nouvelle ère pour la culture roumaine, un symbole de l'intelligence et de la modernité. Bogdan recevait des lettres de félicitations de ses pairs, des invitations pour Iulia à prendre la parole lors de conférences, à publier ses œuvres. Il gérait tout cela avec une fierté paternelle non dissimulée, mais aussi avec une certaine prudence, veillant à ce que le monde extérieur ne dévore pas la sensibilité unique de sa fille. Pourtant, au milieu de cette effervescence, des signes subtils commençaient à apparaître. Une toux légère, persistante, qui s'accrochait à Iulia comme une ombre tenace. Une pâleur occasionnelle, un voile de fatigue qui assombrissait parfois ses yeux brillants. Elle attribuait cela à ses longues heures d'études, à ses nuits blanches consacrées à l'écriture. « Ce n'est rien, père, disait-elle en souriant, juste l'épuisement du corps face à l'exigence de l'esprit. » Mais Bogdan, dont l'amour pour sa fille était une lentille grossissante, percevait ces changements avec une acuité croissante. Il la voyait parfois frissonner, même par temps doux, ou perdre l'appétit pour des plats qu'elle adorait.
Elisabetta, elle n'avait pas besoin de mots. Son intuition maternelle était un radar silencieux. Elle remarquait la légère perte de poids de Yulia, la manière dont ses joues, autrefois si pleines, s'étaient un peu creusées. Elle préparait des bouillons nourrissants, insistait pour que Yulia se repose, la couvrait de châle quand elle la voyait lire près de la fenêtre ouverte. Son inquiétude était un fardeau silencieux, qu'elle portait avec une dignité et une discrétion propres à son caractère. Elle ne voulait pas alarmer Bogdan, qui était déjà si absorbé par ses propres recherches et par l'avenir brillant qu'il imaginait pour leur fille. Mais la peur, insidieuse et rampante, commençait à s'installer dans les recoins de son cœur. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles commençaient à rougir et à tomber dans le jardin, Yulia fut prise d'une quinte de toux particulièrement violente. Elle se tenait la poitrine, le visage pâle, ses yeux s'embuant de larmes. Bogdan, qui était à ses côtés, posa une main sur son front. Il était brûlant. « Yulia, ma chérie, vous ne vous sentez pas bien » dit-il, la voix empreinte d'une inquiétude grandissante. « Il faut appeler le docteur. » Elle secoua la tête, reprenant son souffle. « Non, père, ce n'est rien. Juste un petit refroidissement. Le temps change, c'est tout. » Mais sa voix était faible, et elle s'appuya lourdement sur lui. Elisabetta, alertée par le bruit, arriva précipitamment. Elle posa sa main sur le front de sa fille, son regard se posant sur Bogdan avec une expression grave. « Elle a de la fièvre, Bogdan. Il faut agir. » Le médecin fut appelé. Le docteur Popescu, un homme âgé et bienveillant qui connaissait la famille depuis des années, examina Yulia avec soin. Son visage, habituellement serein, devint soucieux. Il prescrivit des remèdes, du repos et des précautions, mais ses paroles étaient pesées, évitant les détails, ce qui ne fit qu'accroître l'anxiété des parents. Il parla de faiblesse générale, de fragilité des poumons, de la nécessité de prendre soin de cette jeune pousse si précieuse. Les jours suivants furent une succession de hauts et de bas. Yulia alternait entre des moments de lucidité et d'énergie, où elle insistait pour continuer ses études et ses écrits, et des périodes de prostration, où la fièvre la clouait au lit, ses forces s'amenuisant. Bogdan et Elisabetta veillaient sur elle sans relâche, leur amour transformé en une sentinelle vigilante. Bogdan lisait à sa fille, lui racontait des histoires, essayait de la distraire avec des poèmes ou des anecdotes historiques. Il priait, lui, elle érudit, le rationaliste, d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible, implorant une force supérieure d'épargner son enfant. Les horloges du manoir, celles-là même qui avaient continué leur tic-tac indifférent la nuit où Yulia avait parlé de roses et de poèmes, semblaient désormais battre avec une lenteur douloureuse, chaque seconde pesant comme une éternité. Le temps, auparavant un allié, était devenu un ennemi, emportant avec lui un peu plus de la vitalité de Yulia à chaque passage. Leur cœur, à Bogdan et Elisabetta, battait à l'unisson de l'angoisse, une symphonie funèbre qui prenait forme dans le silence oppressant de la maison. Les amis et les collègues de Bogdan, informés de la maladie de Yulia, vinrent offrir leur soutien. Leurs visages reflétaient une tristesse sincère, une reconnaissance de la perte potentielle que la culture roumaine pourrait subir. Les ouvriers qui travaillaient sur les projets de Bogdan, les domestiques du manoir, tous sentaient le changement des atmosphères, le poids de l'incertitude qui planait sur la famille SDO. L'éclat de Yulia, si vif, si lumineux, semblait menacé par une ombre grandissante, une maladie insidieuse qui défiait les connaissances médicales de l'époque. Bogdan, dans les rares moments où il quittait le chevet de sa fille, se retirait dans son bureau, le cœur lourd. Il regardait les livres, les manuscrits, les symboles de sa propre quête de savoir, et il lui semblait soudain vain, dénué de sens face à la fragilité de la vie. Il avait toujours cru en la puissance de l'intellect, en la capacité humaine de comprendre et de maîtriser le monde. Mais la maladie de Yulia était une force aveugle, indifférente à la logique, à la raison, au génie. Il se sentait impuissant, un érudit désarmé face à l'inéluctable. Il se rappelait les mots de Yulia, prononcés il y a quelques semaines à peine, la persistance des rêves, même après le réveil. Mais quels rêves persisteraient si la lumière qui les portait venait à s'éteindre ? Il sentait monter en lui une angoisse existentielle, une peur primale de la perte, de l'anéantissement. La pensée de vivre dans un monde sans la lumière de Yulia était insupportable, inimaginable. C'était comme si l'univers lui-même menaçait de perdre sa couleur, sa musique, sa raison d'être. Elisabetta, plus pragmatique dans sa douleur, se concentrait sur les soins. Elle veillait à ce que Yulia prenne ses médicaments, à ce qu'elle soit confortable, à ce que la pièce soit toujours à la bonne température. Elle passait des heures assise à côté du lit de sa fille, lui tenant la main, ses prières silencieuses plus puissantes que n'importe quel cri de désespoir. Elle observait les traits fins de Yulia, la délicatesse de son visage, et se rappelait chaque étape de sa vie, chaque rire, chaque larme, chaque mot d'esprit. La douleur était une vague qui menaçait de l'engloutir, mais elle tenait bon, pour Yulia, pour Bogdan, pour la famille. Le temps passait, lent et implacable. Les médecins venaient et repartaient, leurs visages de plus en plus graves, leurs diagnostics de plus en plus incertains. La médecine de l'époque était limitée face à des maladies comme la tuberculose, qui commençaient à être murmurées comme une sombre possibilité. L'espoir, fragile comme une bulle de savon, menaçait de se rompre à chaque nouvelle quinte de toux, à chaque nouvelle montée de fièvre. Dans le manoir, l'atmosphère avait changé.
Les rires de Yulia s'étaient tus, remplacés par le silence pesant des murmures et des pas feutrés. Les livres de Bogdan restaient fermés sur son bureau, son esprit incapable de se concentrer sur autre chose que sa fille. Les jacinthes de Yulia avaient fané, et personne n'avait eu le cœur de les remplacer. Seules les horloges continuaient leur marche inexorable, tic-tac, tic-tac, mesurant le temps qui s'écoulait, emportant avec lui non seulement les minutes et les heures, mais aussi, inexorablement, la force vitale de Yulia. Le destin, qui avait tissé sa toile en silence, était maintenant visible, palpable, et il s'apprêtait à frapper, à déchirer le tissu de leur existence, à transformer leur joie en une quête désespérée, à faire de l'amour paternel une force capable de défier les lois de la nature et de elle au-delà. L'Anglade et une tragédie impensable étaient sur le point de sonner, et le monde des Asdéou, si riche et si vibrant, était sur le point d'être brisé en mille éclats. L'Anglade d'une tragédie impensable était sur le point de sonner, et le monde des Asdéou, si riche et si vibrant, était sur le point d'être brisé en mille éclats. Les jours qui suivirent se fondirent en une suite indistincte de veilles angoissées, où le temps lui-même semblait s'être épaissi, lourd et poisseux. Chaque souffle de Yulia, chaque frémissement de Cécile, était scruté avec une intensité désespérée par Bogdan et Elisabetta. La pièce de la jeune fille, naguère remplie de la lumière de sa présence, était devenue un sanctuaire de silence et d'attente. Les rideaux lourds, tirés pour adoucir la lumière du jour, conféraient à l'espace une atmosphère de crépuscule perpétuel, où les ombres dansaient sur les murs, prolongeant la sensation des nuits sans fin. L'air y était imprégné d'une odeur douceâtre de médicaments et d'eau de rose, une tentative futile d'Elisabetta d'apporter un semblant de fraîcheur et de dignité à elle inévitable. La fièvre de Yulia, tel un incendie ravageur, consumait lentement ce qui restait de sa force vitale. Son visage, autrefois si expressif, si plein de vie et d'intelligence, était maintenant émacié, ses traits affinés par la souffrance. Ses grands yeux bleus, qui reflétaient jadis un monde de curiosité et de poésie, étaient désormais voilés d'une lassitude profonde, ne s'ouvrant que par intermittence, comme pour jeter un dernier regard sur le monde qu'elle s'apprêtait à quitter. Bogdan, assis à son chevet, tenait sa main fine et fébrile. La peau de Yulia était translucide, presque diaphane, et il sentait sous ses doigts le battement faiblissant de son pouls, un rythme de plus en plus lent, de plus en plus hésitant. Chaque battement était un coup de marteau dans sa propre poitrine, un décompte macabre vers l'abîme. Il se penchait parfois, murmurant des mots d'amour, des souvenirs de leur promenade dans le jardin, des vers qu'elle avait écrits, des promesses d'un avenir qu'il savait désormais briser. Sa voix était rauque, étranglée par l'émotion, mais il s'efforçait de lui donner une intonation douce, apaisante. Yulia, dans un demi-sommeil, semblait parfois sourire faiblement, un souffle à peine perceptible, comme si elle saisissait encore des bribes de ses échos lointains de bonheur. Ces moments étaient des éclairs d'espoir fugaces, rapidement éteints par la réalité impitoyable de son état. Elisabetta, silencieuse et stoïque, elle s'occupait des petits gestes de soin, changeant les compresses humides sur le front brûlant de sa fille, ajustant l'oreiller, lui offrant quelques gouttes d'eau qui glissaient parfois sans être avalées. Ses propres larmes ne coulaient plus, elle s'était solidifiée en un poids insupportable dans sa poitrine. Elle avait transcendé la douleur pour entrer dans un état de veille absolue, une mère gardienne dont la seule mission était d'accompagner son enfant jusqu'au seuil. Elle ne regardait pas Bogdan, sachant que son propre visage trahirait l'étendue de leur désespoir commun, une douleur trop intime pour être partagée par un simple regard. Les médecins, après leur dernière visite, avaient cessé de venir avec des remèdes, se contentant d'offrir des paroles de réconfort creux, des hochements de tête graves qui en disaient plus long que n'importe quel diagnostic. La tuberculose, cette maladie insidieuse et implacable, avait gagné. Les poumons de Yulia, autrefois remplis de l'air léger des montagnes de Campina, luttaient désormais pour chaque parcelle d'oxygène. Les bruits de sa respiration étaient devenus des râles, déchirants, annonciateurs de la fin proche. Un après-midi pluvieux, alors que le ciel pesait lourdement sur le manoir, projetant des ombres lugubres à travers les fenêtres, Yulia ouvrit les yeux une dernière fois. Son regard, d'une clarté inattendue, se posa sur Bogdan, puis sur Elisabetta. Un sourire, d'une douceur infinie et d'une tristesse déchirante, effleura ses lèvres. Elle tenta de parler, mais seul un murmure inaudible s'échappa. Bogdan se pencha, son oreille pressée contre ses lèvres exsangues, mais il ne perçut que le souffle ténu de son adieu. Puis, avec une lenteur douloureuse, ses yeux se refermèrent. Sa main, que Bogdan tenait fermement, se relâcha doucement, la chaleur s'en retirant peu à peu comme une marée descendante. Le rythme de sa respiration s'estompa, s'éloignant, jusqu'à devenir un silence assourdissant. Le petit tic-tac de l'horloge de la chambre, qui avait accompagné leur veille, sembla s'arrêter net, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours pour honorer le départ de cette jeune âme. Dans le manoir, une rupture, un déchirement invisible mais assourdissant, se produisit. Le monde, pour Bogdan et Elisabetta, s'effondra en un instant. Ce fut un silence d'une intensité inouïe, un vide sidéral qui engloutit tous les bruits, toutes les couleurs, toutes les pensées. Bogdan ne cria pas, il ne pleura pas immédiatement. Il resta là, agenouillé au chevet de sa fille, tenant sa main froide, son esprit refusant d'accepter l'inévitable.
Son corps entier était engourdi, comme pétrifié par elle horreur. C'était une douleur si profonde, si absolue, qu'elle transcendait la simple tristesse pour devenir une annihilation de elle-être. Elisabetta, d'un geste lent et délibéré, vint se placer de l'autre côté du lit. Elle prit la main de Yulia, puis la main de Bogdan, joignant leurs 3 mains dans une dernière étreinte silencieuse. Ses yeux étaient secs, mais une larme solitaire, une perle de douleur pure, roula lentement sur sa joue, traçant un chemin brûlant sur sa peau. C'était la larme du monde, la larme de la maternité brisée. Ce n'est alors que Bogdan sentit une déchirure dans sa propre poitrine, un hurlement silencieux qui menaçait de le briser en 1000 morceaux. Le père érudit, elle historien respecté, elle intellectuel brillant, était réduit à un homme brisé, dépouillé de tout ce qui donnait un sens à son existence. Les heures qui suivirent furent un flou irréel. Les domestiques, avertis par le silence inhabituel, puis par les sanglots étouffés d'Elisabetta qui avait finalement éclaté, se mirent à œuvrer avec une discrétion respectueuse. Des voiles noirs furent tirés, des bougies allumées. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers le petit monde de Campina, puis jusqu'au à Bucarest. La mort de Iulia Asdeu, la jeune prodige, la poétesse en herbe, la polyglotte brillante, fut un choc pour la société roumaine. Les amis et collègues de Bogdan affluèrent, leurs visages marqués par la tristesse et l'incrédulité. Ils apportaient des fleurs, des mots de condoléances maladroits, des silences lourds de sympathie. Mais leurs paroles semblaient vaines, insignifiantes face à l'ampleur de la perte. Bogdan les recevait dans un état de stupeur, hochant la tête mécaniquement, son regard vide, comme s'il les voyait à travers un voile épais. Il entendait leur voix, mais leurs mots ne parvenaient pas à percer le mur de douleur qui elle enfermait. Il se sentait étranger à leur monde, un monde qui continuait de tourner alors que le sien s'était arrêté. Le corps de Yulia fut préparé pour l'enterrement. Bogdan refusa de la quitter, passant des nuits entières à ses côtés, veillant sur son repos éternel. Il se souvenait de son rire cristallin, de ses yeux pétillants, de la vivacité de son esprit. Maintenant, il ne restait qu'une enveloppe vide, une sculpture de marbre d'une beauté tragique. La vie s'était retirée, laissant derrière elle un silence assourdissant, une absence qui occupait tout l'espace. Les funérailles furent un événement solennel, une procession silencieuse qui serpenta à travers les rues de Campina. La pluie fine, persistante, ajoutait à la mélancolie générale, comme si le ciel lui-même pleurait la perte de Yulia. Une foule nombreuse s'était rassemblée, des intellectuels de Bucarest aux paysans des environs, tous unis dans le respect et la tristesse. Bogdan et Elisabetta, drapés de noir, marchaient côte à côte, leurs visages pâles et tirés, des figures de douleur presque irréelles. Bogdan sentait le poids des regards sur lui, la compassion, la curiosité, mais il était trop absorbé par son propre abîme pour y prêter attention. Lorsqu'il vit le cercueil de sa fille descendre lentement dans la terre humide, un cri muet s'éleva du plus profond de son être. C'était le son de l'anéantissement, de l'amour paternel confronté à l'ultime impuissance. La terre qui recouvrait le cercueil de Yulia lui semblait recouvrir une partie de lui-même, elle enterrait vivant avec elle. Le monde, ce jour-là, perdit sa couleur. La musique se tut, la poésie devint un murmure lointain et inaudible. Les semaines qui suivirent l'enterrement furent un purgatoire pour Bogdan. Le manoir, autrefois rempli des rires et des mélodies de Yulia, était devenu un tombeau de silence. Chaque objet, chaque recoin, chaque rayon de soleil qui filtrait à travers les rideaux, lui rappelait sa présence. Sa chambre était restée intacte, un musée figé de sa courte existence, ses livres ouverts à la page où elle les avait laissés, un stylo posé à côté d'un manuscrit inachevé. Bogdan y passait des heures, respirant l'air qui avait contenu son souffle, caressant les objets qu'elle avait touchés, cherchant désespérément un signe, une trace, un écho. Il s'enfermait dans son bureau, les livres qui avaient été sa passion et sa raison d'être, désormais inertes et muets. Il tentait de lire, de se plonger dans ses travaux philologiques ou historiques, mais les mots n'avaient plus de sens. Son esprit vagabondait, obsédé par l'image de Yulia, par le souvenir de sa voix, de son intelligence fulgurante. Il se sentait coupable de n'avoir pas pu la protéger, de n'avoir pas pu la sauver. Elle érudit, qui avait passé sa vie à déchiffrer les mystères du passé, était maintenant confrontée à l'ultime mystère, celui de la mort, et il se sentait désarmé, impuissant. Une nuit, alors que le désespoir le submergeait, il eut une vision, ou plutôt une sensation. Il était assis dans l'obscurité de son bureau, le silence rompu seulement par le vent qui gémissait autour du manoir. Une idée, folle, insensée, commença à germer dans son esprit. Et si la mort n'était pas la fin absolue? Et si l'esprit, la conscience, persistait au-delà du voile? Il se souvenait des paroles de Yulia, de son intérêt pour les rêves, pour les dimensions cachées de l'existence. Elle avait toujours été en avance sur son temps, une âme sensible au murmure de invisible. Cette idée, dès abord une étincelle fragile, commença à prendre de l'ampleur, à s'enraciner dans son âme tourmentée. La science, la raison, tout ce en quoi il avait cru jusque-là, lui semblait incapable d'apporter une réponse à la question brûlante de la perte. Il avait besoin de plus, d'une transcendance, d'un moyen de retrouver Yulia. Le désespoir, loin de le paralyser, commença à se transformer en une force motrice, une quête ardente.
Il ne pouvait pas accepter que la lumière de Yulia se soit éteinte pour toujours. Il refusait cette réalité brutale. Il commença à lire, non plus les textes des histoires ou de philologie, mais des ouvrages sur le spiritualisme, et l'occultisme, les communications avec elle au-delà. Des livres qui, il y a quelques mois encore, auraient été rangés par lui dans la catégorie des superstitions ou des curiosités marginales, devinrent sa seule encre. Il se plongea dans les écrits d'Allan Kardec, de Victor Hugo, des autres penseurs qui exploraient la persistance de l'âme. Ce n'était pas une conversion soudaine à une foi établie, mais plutôt une tentative désespérée de son esprit rationnel de trouver une logique, même une logique alternative, à elle indicible. Elisabetta observait cette transformation avec un mélange de tristesse et d'inquiétude. Elle voyait la flamme renaître dans les yeux de son mari, mais ce n'était plus la flamme de elle érudit, mais celle du chercheur de elle invisible, du père endeuillé qui refusait de laisser partir son enfant. Elle ne le jugeait pas. Sa propre douleur était trop grande pour cela. Si cette quête pouvait apporter un semblant de paix à Bogdan, si elle pouvait alléger le poids de son chagrin, alors elle l'accepterait. Elle se rappelait les paroles de Yulia, son esprit ouvert, sa curiosité insatiable. Peut-être y avait-il, après tout, des mystères que la science ne pouvait pas expliquer. Les premières manifestations de cette nouvelle obsession de Bogdan furent subtiles. Il commençait à parler de Yulia non pas comme d'une absence, mais comme d'une présence lointaine. Il aménagea un petit espace dans son bureau, un coin dédié à la mémoire de sa fille, où il plaça des objets qui lui avaient appartenu, des fleurs fraîches. Il y passait des heures, méditant, tentant de sentir sa présence. Puis, l'idée du manoir, du château, commença à germer. Ce ne serait pas une simple maison. Ce serait un monument à Yulia, un lieu conçu pour la communication, un pont entre les mondes. Il se rappela les conversations avec Yulia sur l'architecture, sur les symboles, sur la manière dont les formes pouvaient influencer l'esprit. Ce château ne serait pas une simple folie, mais une architecture de l'âme, une incarnation de son amour et de sa foi retrouvée. Les esquisses commencèrent à apparaître sur son bureau, des plans complexes, des symboles ésotériques entremêlés des éléments architecturaux. Il y mettait toute son énergie, toute sa passion, toute sa douleur transformée en un acte de création. Ce projet devint sa raison de vivre, sa thérapie, son moyen de défier la mort elle-même. Les contemporains, qui avaient pleuré avec lui la perte de Yulia, commencèrent à observer cette nouvelle direction avec une certaine perplexité, voire une inquiétude. Certains murmuraient sur sa santé mentale, d'autres admiraient sa résilience, mais tous reconnaissaient l'intensité de son amour paternel. Le manoir, qui avait été témoin de la joie de Yulia, puis de sa souffrance, allait maintenant devenir le théâtre d'une quête extraordinaire, un témoignage architectural de l'amour inconditionnel des impairs. Les horloges, qui s'étaient tues symboliquement lors du dernier souffle de Yulia, allaient bientôt reprendre leur marche, non plus pour mesurer le temps qui s'écoule vers elle l'oubli, mais pour marquer les étapes d'une construction défiant les frontières entre la vie et la mort, entre le visible et l'invisible. Le monde des Asdéou, brisé en mille éclats, allait être reconstruit, pièce par pièce, dans une nouvelle forme, plus étrange, plus profonde, plus chargée de mystère que jamais. Bogdan Petricevicu Asdéou, elle érudit, était mort avec sa fille, et de ses cendres était né le bâtisseur d'un pont vers elle au-delà. Le souffle du vent balayait les plans éparpillés sur le grand bureau de chêne, mais Bogdan ne les voyait pas s'envoler. Son regard était fixé sur une vision intérieure, une architecture de l'âme qui prenait forme, pierre par pierre, dans son esprit fiévreux. Le projet du manoir, ce pont entre les mondes, n'était plus une simple idée, mais une impérieuse nécessité, une tâche sacrée qui exigeait chaque once de son énergie. Il avait trouvé un terrain à Campina, un lieu isolé, baigné d'une lumière particulière, propice à l'élévation et à la contemplation. Ce n'était pas un hasard, mais une intuition profonde qui l'avait guidé vers cette terre. Les premiers pas furent ceux d'un homme possédé. Bogdan, l'érudit dont la vie avait été tissée de mots et de savoir, se transforma en maître des œuvres, en architecte autodidacte, en visionnaire intransigeant. Il s'entoura des ingénieurs et des ouvriers, des hommes robustes aux mains calleuses qui, dès à bord, écoutaient avec une certaine perplexité les directives de cet intellectuel aux yeux fiévreux. Ils étaient habitués à construire des maisons, des églises, des ponts, mais jamais un édifice dont chaque pierre, chaque courbe, chaque vitrail semblait chargé d'une intention mystique, d'un message secret. Bogdan ne leur parlait pas seulement de fondation et de charpente, mais de flux d'énergie, de résonance cosmique, de la manière dont la lumière devait traverser certaines fenêtres à des heures précises pour illuminer des symboles gravés. Le chantier devint un théâtre étrange. Au milieu de la poussière et du bruit des marteaux, des rires rauques et des cris des hommes, une aura de gravité planait. Les ouvriers, au fil des mois, cessèrent de s'étonner pour laisser place à une sorte de respect mêlé d'une légère appréhension. Ils voyaient Bogdan sur le site dès l'aube, ses vêtements maculés de terre et de chaux, ses mains fines esquissant des corrections sur le sable, son regard perçant scrutant chaque détail. Il ne mangeait presque pas, dormait peu, alimenté par une force invisible, par la conviction inébranlable que Yulia le guidait. Elisabetta venait parfois, le cœur lourd, apporter des paniers de nourriture qu'il touchait à peine. Elle marchait sur les planches instables, esquivant les brouettes et les tas de pierres, observant son mari avec une tendresse infinie et une douleur renouvelée.
Les murs s'élevaient, et avec eux, la silhouette d'un amour fou prenait forme. Elle voyait l'étrangeté de l'édifice, ses tours asymétriques, ses fenêtres aux formes inattendues, les symboles maçonniques et rosicruciens que Bogdan faisait graver dans la pierre, les vitraux aux couleurs vives représentant des figures allégoriques et des constellations. Elle savait que chaque élément était une lettre dans une prière silencieuse, une tentative désespérée de son mari de déchiffrer le grand mystère. Elle ne le questionnait pas, elle ne le jugeait plus. Elle était le rocher silencieux, le témoin aimant de cette folie sublime. Les bruits du chantier, ces symphonies de la construction, résonnaient dans la vallée. Le cliquetis incessant des outils sur la pierre, le grincement des poulies, le commandement des contremaîtres, tout cela composait une mélodie de labeur acharné. L'odeur de la chaux fraîche se mêlait à celle du boissier, une fragrance âpre et vivante qui imprégnait l'air. Les ombres des échafaudages dansaient et s'allongeaient au gré du soleil, transformant le site en un tableau mouvant, où chaque travailleur était une silhouette industrieuse, un point de mouvement dans le grand dessin de Bogdan. Les journées s'étiraient, longues et exigeantes, mais l'énergie de Asdeu semblait inépuisable. Il supervisait tout, de la pose des fondations à l'orientation des toits, s'assurant que chaque angle, chaque courbe, chaque proportion était en parfaite harmonie avec les principes qu'il croyait avoir reçus de l'au-delà. Les rumeurs, bien sûr, ne tardèrent pas à circuler. Dans les salons de Bucarest et les cafés littéraires, on chuchotait sur la folie de Asdeu. Elle érudit respecté, elle historien dont les œuvres avaient jalonné la culture roumaine, était-il devenu un mystique égaré, un illuminé ? Certains de ses collègues intellectuels, des abords compatissants, manifestaient désormais une gêne, voire une condamnation voilée. Des autres, plus ouverts d'esprit ou simplement curieux, voyaient dans son projet une expression ultime de l'amour paternel, une œuvre d'art totale née de la douleur. Les ouvriers eux-mêmes, et s'ils ne comprenaient pas toujours la signification des symboles qu'ils sculptaient, ressentaient la puissance de la dévotion de leur employeur. Ils parlaient entre eux de la maison des esprits, du château de la fille morte, et parfois, le soir, ils juraient avoir entendu des murmures dans le vent qui soufflait à travers les murs à peine érigés. Avec le temps, les murs s'épaissirent, les tours s'élancèrent vers le ciel, et le manoir commença à révéler sa forme singulière. Il n'était pas un château médiéval, ni une villa néoclassique, mais un mélange éclectique de styles, une architecture symbolique où chaque pièce avait une fonction précise dans la quête spirituelle de Bogdan. Il y avait une tour à 3 niveaux, symbolisant la Sainte Trinité, ou peut-être les 3 stades de l'existence spirituelle. Une autre tour abritait un escalier en colimaçon qui menait à une pièce sombre, sans fenêtre, conçue pour la méditation et les séances spirites. Une pièce circulaire, au centre de l'édifice, était ornée de miroirs et de symboles astraux, destinés à capter les énergies cosmiques et à amplifier les communications. Les fenêtres, taillées dans des formes variées, certaines ogivales, des autres circulaires, des autres encore en forme de croix, étaient orientées de manière à ce que la lumière du soleil, à des moments clés de la journée ou de l'année, illumine des fresques spécifiques ou des inscriptions cachées. Les sols étaient incrustés de motifs géométriques complexes, les plafonds peints d'étoiles et de constellations. Chaque détail, du heurtoir de la porte principale au motif des cheminées, avait été pensé par Bogdan comme une clé, un point d'accès, une invitation lancée à l'esprit de Julia. Une fois la structure principale achevée, Bogdan s'y installa avec Elisabetta. Le manoir était encore en partie un chantier, mais il ne pouvait plus attendre. Il avait hâte d'inaugurer ce qu'il considérait comme son laboratoire, son temple personnel. La pièce la plus importante à ses yeux était celle qu'il appelait la chambre du temple, où il avait aménagé un hôtel dédié à Julia. Au centre de cette pièce, une table ronde était entourée de chaises, prêtes pour les séances de spiritisme qu'il allait désormais mener avec une ferveur renouvelée. Les premières communications furent difficiles, incertaines. Bogdan, assis à la table, tentait la psychographie et l'écriture automatique. Sa main, dès abord hésitante, puis de plus en plus ferme, traçait des mots, des phrases, qu'il était convaincu de recevoir directement de elle au-delà, de l'esprit de sa fille. Il décrivait la sensation comme une décharge électrique traversant son bras, une force douce mais irrésistible qui guidait sa plume. Les messages étaient souvent fragmentés, poétiques, parfois sibyllins, mais pour Bogdan, chaque mot était une preuve irréfutable, une confirmation que Julia n'était pas partie, qu'elle l'attendait, qu'elle communiquait avec lui à travers ce pont qu'il avait bâti. Elisabetta assistait parfois à ces séances. Elle s'asseyait silencieusement, observant son mari plongé dans une concentration intense, son visage pâle éclairé par la lueur vacillante d'une bougie. Elle ne voyait pas toujours ce qu'il voyait, elle n'entendait pas ce qu'il entendait, mais elle voyait la paix, ou du moins une forme de soulagement, se dessiner sur son visage. Et cela lui suffisait. Sa propre foi en ses pratiques était plus nuancée, empreinte de l'incertitude du deuil, mais sa foi en l'amour de Bogdan pour Julia était inébranlable. Elle croyait en la puissance de son cœur, et si ce chemin était le sien pour retrouver un sens à la vie, elle le suivrait. Les messages qu'il prétendait recevoir de Julia étaient souvent des conseils, des encouragements, des révélations sur la nature de l'âme et de l'univers. Julia lui aurait dicté des poèmes, des pensées philosophiques, renforçant sa conviction que son esprit lumineux était toujours actif, même au-delà du voile. Ces communications devinrent la pierre angulaire de sa nouvelle existence.
Il les consignait méticuleusement dans des carnets, les analysait, les interprétait, les intégrant à sa propre vision du monde. Le manoir n'était pas seulement un lieu de mémoire, mais un lieu de révélation continue. Le temps s'écoula, et le manoir de Campina, tel un phare étrange, devint une destination pour les curieux, les sceptiques et les fervents. Bogdan, loin de se cacher, partageait ses expériences, ses écrits, ses convictions. Il organisait des conférences, publiait des articles sur le spiritualisme, devenant une figure de proue de ce mouvement en Roumanie. Son ancienne réputation des érudits fut éclipsée par celle de l'homme qui parlait aux morts, mais il ne s'en souciait guère. La seule opinion qui comptait était celle de Iulia, ou du moins, celle qu'il percevait comme la sienne. La vie de Bogdan s'acheva en 1907, à l'âge de 69 ans. Il avait passé les dernières décennies de son existence à entretenir le manoir, à poursuivre ses communications avec Iulia, à écrire et à défendre sa vision du monde. Il mourut dans le manoir qu'il avait construit, entouré des symboles et des messages qu'il avait dédiés à sa fille. Sa mort ne fut pas une fin, mais une transition, du moins pour ceux qui croyaient en sa quête. Elisabetta, sa fidèle compagne, lui survécut quelques années, veillant sur le manoir et la mémoire de sa famille avec une dignité silencieuse. Elle s'éteignit en 1916, laissant derrière elle un héritage des amours et de résilience. Le manoir, ce monument des amours et de deuil, ne resta pas longtemps une simple demeure privée. Il fut légué à l'État roumain par Bogdan lui-même, avec la condition qu'il devienne un musée, un lieu de mémoire pour Iulia et pour l'exploration des mystères de l'existence. Ainsi, le manoir où les horloges se sont arrêtées ensemble devint le musée Iulia Asdeu, un lieu où les visiteurs pouvaient, et peuvent encore, ressentir l'écho de cette histoire extraordinaire. Aujourd'hui, le manoir se dresse toujours à Campina, ses tours étranges se découpant sur le ciel, ses vitraux filtrant la lumière dans des motifs colorés et mystérieux. Les horloges, qui s'étaient symboliquement arrêtées le jour de la mort de Iulia, semblent y avoir trouvé une sorte de suspension éternelle. Le temps, entre ces murs, ne s'écoule pas de la même manière. Il est imprégné du passé, de la douleur, de l'amour inconditionnel des impairs. Les objets personnels de Iulia, ses livres, ses poèmes, sont exposés, témoignages d'une vie brève mais brillante. Les carnets de Bogdan, remplis d'écritures automatiques, sont là aussi, preuve tangible de sa quête. Le manoir est devenu un symbole. Un symbole de l'amour paternel qui défie la mort, de la soif humaine de comprendre l'inconnu, de la manière dont la perte peut transformer un esprit rationnel en un bâtisseur de ponts vers l'invisible. Il est un lieu de pèlerinage pour ceux qui s'interrogent sur au-delà, un sujet de fascination pour les historiens de l'occultisme, et une source d'inspiration pour les artistes et les rêveurs. Les murmures du vent à travers les couloirs, les jeux des ombres et de lumière sur les symboles gravés, tout dans le manoir semble raconter une histoire qui transcende le temps. Il est le témoignage d'une époque où la science et la spiritualité, la raison et l'émotion, se sont rencontrés dans le cœur d'un homme brisé. Bogdan Petricevicu Asdeu, l'érudit, l'écrivain, le philologue, a laissé derrière lui non seulement une œuvre intellectuelle immense, mais aussi un monument unique à l'amour filial, une architecture de l'âme qui continue de défier la logique et d'inviter à la contemplation. Le manoir de Iulia Asdeu n'est pas seulement une construction de pierre et de mortier, c'est le cœur d'un père, figé dans le temps, battant encore au rythme d'une éternelle conversation avec sa fille bien-aimée. Les horloges se sont peut-être arrêtées, mais l'amour, lui, continue de résonner, immuable et infini, entre ces murs.